Alors, mesdames et messieurs, les droits civils universels ont été jusqu'à présent étroitement liés à l'Europe et à son histoire en tant que principe fondateur de l'Union européenne. Si l'Europe échoue sur la crise des réfugiés, ce lien avec les droits civils universels sera cassé et sera détruit. Et ce ne sera pas l'Europe que nous nous représentons. Si nous échouons, ce ne sera plus l'Europe dont nous devons développer le mythe fondateur. Qui parle? Nous sommes le 31 août 2015. Qui parle? Angela Merkel. Angela Merkel qui ajoute le 3 septembre « Lorsque nous avons des valeurs chrétiennes, dit-elle à l'esprit, il est important que la dignité de chaque être humain soit protégée chaque fois qu'elle est en danger. » 3 septembre 2015. Mais le même jour, un autre dirigeant européen, Viktor Orban, déclare « Les Hongrois ont peur, les Européens ont peur, parce qu'on voit que les dirigeants européens, et parmi eux les premiers ministres, ne sont pas capables de contrôler la situation. N'est-ce pas déjà en soi préoccupant que la culture chrétienne de l'Europe ne soit quasiment plus en capacité de maintenir l'Europe dans le système des valeurs chrétiennes? Si l'on perd cela de vue, la pensée européenne peut se retrouver en minorité sur son propre continent. Ce à quoi alors Donald Tusk répondra toujours le même jour qu'être chrétien, c'est montrer que l'on peut faire preuve de solidarité. Donc il est assez tonique de constater que face à la crise des réfugiés, certains dirigeants européens font référence aux mêmes héritages, aux mêmes valeurs, mais pour arriver à des conclusions opposées. Donc oui, nous avons des héritages communs, j'y reviendrai dans un instant, mais cela n'empêche pas que l'on puisse observer des réactions différentes entre l'Est et l'Ouest sur la crise des réfugiés, entre le Nord et le Sud, même si c'est parfois plus contrasté aussi sur celle de la zone euro. Donc oui, créer un nouveau récit européen, mais évidemment aussi sur la base de 28 histoires nationales. Et c'est vrai que quand on reprend rien que ces déclarations-là, l'histoire explique certaines choses. Ça ne veut pas dire excuser tout, mais explique certaines choses. Qu'un Hongrois, aussi sur la base de sa géographie, réagisse différemment d'un Portugais, sur la base de l'histoire et sur la base de la géographie, ce n'est pas surprenant. Ça n'excuse pas tout, ça explique. Et pour bien comprendre ça, il faut évidemment avoir non seulement l'idée de ce nouveau récit européen à niveau européen, mais bien sûr avoir en tête les 28 histoires nationales. Et plus récemment encore que ces citations de 2015 que je viens d'évoquer, c'est Frans Timmermans, donc le premier vice-président de la Commission européenne, qui vient de déclarer, toujours sur l'enjeu des valeurs, les valeurs européennes sont celles qui donnent la possibilité à l'homme de vivre dans une communauté avec le plein respect de ses droits individuels. Après avoir survécu au XXe siècle à 2 essais de suicide collectif, nous avons évolué en Europe sur 3 piliers. La démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Les valeurs européennes sont ancrées dans l'équilibre entre ces 3 éléments. Nous avons ainsi trouvé une manière de vivre en paix, basée sur le droit et pas seulement sur le seul pouvoir, en s'opposant à toute forme d'exclusion. C'est le grand défi d'aujourd'hui, empêcher que les réflexes humains partant de crise, qui poussent aussi à l'exclusion, jouent aussi en Europe. Et donc nous le voyons bien, avec ces mots du numéro 2 de la Commission, le mot « valeur » qu'il cite, qu'il utilise, mais qui la colle au mot « crise » aussi. Parce que c'est vrai, et vous l'avez bien dit dans votre introduction, déjà, l'Europe connaît aujourd'hui une crise profonde. Alors on aura évidemment toujours à dire que c'est une crise très grave, la plus grave qu'on a jamais connue. Quelle est la métrique exacte pour pouvoir mesurer cela? Mais oui, moi aussi je dirais, aujourd'hui c'est la crise la plus profonde que nous n'ayons jamais connue. Aussi vu l'ampleur des problèmes, la profondeur des problèmes auxquels l'Europe doit faire face, le nombre de problèmes au même moment qui surviennent, je pense, est assez inédit. Aussi avec des réponses qui seront différentes, parce que ici, ce ne sont pas des problèmes qui relèvent du sexe des anges. Ce n'est pas les intergouvernementalistes face aux fédéralistes qu'on peut résoudre par des règles de droit. On met quelques bons juristes autour d'une table, on peut trouver des solutions. Même la crise de la chaise vide, c'était très grave, la crise de la chaise vide, presque une année. C'était très grave, évidemment. On craignait la fin de l'AC avec le général, dont il ne faut pas donner le nom, tout le monde sait de qui il s'agit, avec le général qui lui-même provoquait 5 crises en moins d'une décennie,
C'est les deux vétos à l'adhésion britannique, c'est le plan Fouchet, c'est, si on prend aussi l'OTAN, la crise au sein de l'OTAN au même moment. Donc, un nombre important de crises au sein de l'Union de l'Europe occidentale. La France aussi pratique, en 1968, une politique de la chaise vide. Donc oui, on a eu des crises graves. On a eu la CED, vous l'avez évoqué. À l'époque, on dit qu'il faudra une génération pour s'en remettre. Finalement, il faudra quelques mois. On avait annoncé qu'il faudrait une génération pour s'en remettre, parce qu'on avait voulu faire ce projet d'armée européenne. Mais aujourd'hui, oui, je le crois aussi, le projet européen connaît une crise grave, profonde. Et donc le projet qui est lancé ici, dans ce contexte, doit, je crois, être d'autant plus salué. Alors, dans un premier temps, je voudrais évidemment revenir, comme c'est ce qui avait été demandé, sur les fondements, aux sources de l'Europe. Que voulaient faire ces pères de l'Europe? Et d'abord, relever que l'Europe, et ça a déjà été dit ce matin aussi, n'est évidemment pas un concept géographique. On ne sera jamais d'accord sur les frontières de l'Europe. L'Europe n'est pas un concept géographique. Je sais que le président français Nicolas Sarkozy a affirmé qu'une Europe sans frontières, c'est une Europe sans volonté, sans identité, sans valeur. Il a aussi dit qu'il a appris à l'école que la Turquie ne faisait pas partie du continent européen, mais du continent asiatique. J'ai aussi appris à l'école que la Turquie faisait largement partie du continent, qu'il ne faisait largement pas partie du continent européen. Mais si on prend le Bosphore comme limite, très bien, mais alors, on le sait bien, où est Chypre? Et on tombera directement sur cette difficulté. Le problème de la frontière à l'Est, le général de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, très bien, mais pourquoi l'Oural? 1864 mètres d'altitude, tout à fait au nord de la chaîne. Ça n'a jamais été un obstacle au passage des populations. Et si vous prenez les institutions qui comportent le mot européen, l'Union européenne, 28 membres, l'Union des associations européennes de football, 54 membres. On va voir ici à Paris un moment important dans quelques semaines. 54 membres. 47 pays pour le processus de Bologne et la réforme de l'enseignement universitaire. 56 pays pour l'UER, donc qui rassemble les radiodiffuseurs nationaux issus de 56 pays européens, 10 européens. Donc les clubs de football belges ou français jouent contre l'Azerbaïdjan. Donc on est dans d'autres frontières. Donc le mot Europe renvoie, où l'Union européenne ne pourra pas se construire sur la base de frontières. On peut évidemment penser à nos héritages. On a cité Paul Valéry tout à l'heure. On a cité ces trois grands héritages de l'Antiquité, avec ce IVe siècle absolument majeur, ce IVe siècle absolument majeur, car en transformant Byzance en seconde Rome, l'empereur Constantin a aussi placé au sein de l'Empire comme au sein de l'Église les ferments de la division entre Orient et Occident, division qui reste visible aujourd'hui. Il y a bien sûr toute la question du christianisme, qui, avec l'édit de Milan, et qui deviendra alors par après aussi une religion d'État, acceptée et dominante, et même religion d'État. Nous avons le césaropapisme, alors problème qui va être engendré à l'époque et qui renvoie aussi à une actualité, ce dialogue entre religion et État. C'est aussi toujours éminemment d'actualité, ça reste d'actualité avec le printemps arabe qu'on appelait à raison ou à tort le printemps arabe, et notamment le cas tunisien qui constitue à cet égard aussi sans doute un test tout à fait majeur. Mais donc, ces pères de l'Europe, quand ils ont voulu présenter cet idéal européen, ne parlaient pas en termes de frontières, mais en termes de valeurs. Et je voudrais ici citer, pour avoir quelques pièces à conviction quand même, ce discours de Paul-Henri Spaak. Pas parce qu'il était belge, mais parce qu'il a été un acteur majeur des traités de Rome. C'est l'ancien ministre socialiste, il était ministre socialiste des Affaires étrangères, et il disait ceci en 1957, juste après la signature des traités de Rome. Il dit ceci, à la Chambre des représentants, donc au Parlement belge. « Mes amis socialistes croient que je les taquine quand je parle de la civilisation chrétienne. Mais je veux une dernière fois m'en expliquer. Je crois qu'il y a un fait historique que nous ne pouvons pas contester, et cette affirmation vient d'un homme, je le répète encore une fois, qui n'est pas catholique, qui n'est même pas croyant, et qui n'en tire d'ailleurs absolument aucune vanité. Mais je ne peux pas ne pas constater que cette civilisation occidentale est née un peu avant Jésus-Christ en Grèce, et qu'elle a été confirmée par l'enseignement du Christ, et qu'elle est basée sur quelque chose qui est essentiel, quelque chose qui, si nous l'adoptons, contient lui-même un nombre incalculable de conséquences,
c'est que cette civilisation chrétienne a été faite à la mesure de l'homme, parce qu'elle a été faite sur cette idée essentielle du respect de la personne humaine. C'est le point qui me rallie aux chrétiens, et il y en a beaucoup d'autres aussi. Je ne peux pas contester que cet enseignement du Christ soit à travers les siècles l'enseignement auquel nous nous rallions fatalement. Ainsi parlait Paul-Henri Spaak en avril 1957. Mais les autres pères de l'Europe parlaient dans le même sens. Je pourrais vous juger ici, mais vous les aurez dans la communication écrite, bien sûr. Sinon, ça va faire un peu long. Les mots de Schuman, les mots d'Adenauer, les mots de De Gasperi, et ça ne vous surprendra pas. Alors justement, peut-être un mot sur ces hommes qui ont fait l'Europe, sur ces pères et pas précurseurs. On avait des précurseurs dans l'entre-deux-guerres, c'est vrai, mais les pères ont engendré. Il y a eu l'enfant Europe qui est né, qui est une réussite, qui est un succès. Et donc ces pères de l'Europe, au fond, leur propre histoire a contribué largement aussi. C'était quand même extraordinaire d'avoir au même moment, dans plusieurs grands pays, des hommes d'État capables de vision à long terme. On aurait eu un nationaliste en France et un Européen fédéraliste convaincu en Allemagne, ça ne fonctionnait pas. On aurait eu un personnage médiocre en Allemagne et un homme d'État en France, ça ne fonctionnait pas. Il fallait qu'au même moment, en Italie, en France, en Allemagne, gouvernaient des hommes d'État, mais qui avaient en plus un passé assez commun. Ils avaient connu la prison. De Gasperi, les prisons fascistes. Schuman, les prisons nazies. Adenauer aussi. Schuman s'est évadé en 1942, vous le savez. Ils avaient connu la guerre. Tous ont perdu la guerre. Les Français ont perdu la guerre en 1940. Les Allemands ont perdu la guerre en 1945, mais tous ont perdu la guerre. Dans les 7 pays qui ont été invités, il y en a un qui a dit non, qui ne souffrait pas, lui, du syndrome de la défaite. Il souffrait du syndrome de la victoire. C'est bien sûr les Anglais qui, aujourd'hui, peut-être réagissent toujours avec un réflexe impérial. Vous savez, comme l'a très justement relevé Jean-Claude Juncker, en Europe, aujourd'hui, pourtant, il ne reste plus que 2 grands pays. La Grande-Bretagne et le Grand-Duché du Luxembourg. Les autres pays ont pris la précaution linguistique de ne pas insister sur leur taille. Voilà ce que disait Jean Juncker en boutade pour dire que c'est vrai, dans l'Europe politique d'aujourd'hui, il n'y a plus de grands pays, certains ne s'en sont pas encore rendus compte, mais les Anglais refusent, en 1950, ils avaient gagné la guerre, tandis que tous les autres avaient perdu la guerre. Mais tous ces hommes ont souffert de la guerre dans leur chair, tous ces hommes étaient aussi des patriotes. Ils l'avaient démontré durant la Seconde Guerre mondiale. Mais en même temps, patriotisme pouvait rimer avec internationalisme, et non pas avec nationalisme de conquête. C'était aussi des hommes de frontières, tous les trois. De Gasperi était autrichien, député à Vienne avant de devenir italien. Schuman était allemand avant de se réveiller français. Et Adenauer était maire de Cologne. Donc c'était 3 hommes de frontières, évidemment que ça pouvait aussi aider. Donc leur propre histoire a permis aussi, au-delà de leur, évidemment, l'aspect humaniste, humanisme socialiste pour un Spaak ou chrétien pour beaucoup d'autres. Et Monet aussi était certainement un humaniste. Alors il y a un père de l'Europe que je n'ai pas encore cité, qui était un peu différent des autres, mais qui est aussi un père de l'Europe, évidemment, c'est Staline. Staline est le père oublié de l'Europe. Vous y avez fait allusion, madame, tout à l'heure, et c'est vrai. Sans Staline, sans la peur qu'il incarnait, aurait-on eu l'Europe? Le projet CED a peut-être échoué parce qu'on a perdu un père de l'Europe important en 1953. Si on avait eu la guerre de Corée en juin 1954 et pas en juin 1950, on aurait peut-être eu l'armée européenne. Donc là, parce que c'est vrai qu'au début du plan Schuman, les pères fondateurs n'étaient pas tellement enthousiastes. Oui, Schuman et Adenauer et De Gasperi, oui, parce que d'ailleurs, il y a aussi la dimension valeur, j'y ai beaucoup insisté, mais il y a la dimension intérêt. Ne tombons pas dans l'angélisme non plus. Il y avait l'intérêt économique, la rationalisation du charbon, tous ces intérêts étaient évidents, mais il y avait aussi retrouver le concert des nations européennes. Pour l'Allemagne et l'Italie, c'était majeur. Donc, mais pour les petits pays, c'était l'inverse. Les premiers pères de l'Europe des petits pays n'étaient pas des fédéralistes. Ils étaient intergouvernementalistes. Paul van Zeeland, Sticker ou Bech, la phrase de Bech, lorsqu'on délègue la souveraineté, les grands deviennent petits, mais les petits passent de vie à trépas. Et donc la peur des petits pays. Mais c'est vrai, plus tard, on aura les Néerlandais avec Beyen, tout autre chose, le poids des hommes,
où là, on a un fédéraliste tout à fait convaincu. SPAC, là alors un fédéraliste tout à fait convaincu, et les petits pays deviennent plus fédéralistes et vont même être plus tard contre le Conseil européen, contre la création de contre l'institutionnalisation du Conseil européen, ou plutôt la présidence stable du Conseil européen, avec le clin d'œil de l'histoire que finalement les 3 candidats pressentis pour la première présidence stable venaient tous les 3 du Benelux. Mais je m'éloigne, parce que j'en suis encore qu'en 1950, et il me reste 10 minutes, quand même, pour faire les 60 années suivantes. Alors, mais oui, je serais obligé de faire un grand saut, évidemment, en évoquant, alors j'ai évoqué largement les motivations de 50, c'est bien sûr les intérêts et les valeurs, c'est un équilibre entre les deux, et la dimension des valeurs de l'idéal européen pour un Schuman, pour un De Gasperi, pour un Adenauer, respect de la personne humaine, solidarité, paix, tout ça est dans le texte de 1950. 5 fois même, le mot paix ou pacification vient dans la déclaration de Robert Schuman, qui est très courte, du 9 mai 1950. 60 ans après les traités de Rome, en 2007, Stiglitz, que vous connaissez tous, en sa qualité de prix Nobel d'économie, et ça nous donne aussi un regard américain, parce que c'est bien d'avoir entre nous un dialogue sur ce que nous sommes, mais c'est bien aussi de voir comment à l'extérieur on nous perçoit. Et Stiglitz relevait 5 points qui distinguaient les Européens du reste du monde. La question était posée à la fin de la session précédente. Comment peut-on se distinguer du reste du monde? Eh bien, Stiglitz prétend que ces 5 acquis que je vais citer n'existent qu'en Europe. Il n'y a qu'en Europe qu'on a ces 5 acquis-là. Démocratie, justice sociale, solidarité, respect pour la dignité de la personne humaine, recherche du bien commun dans l'exercice des fonctions publiques, héritage des Lumières qui encourage l'approche critique. Voilà. Vous aurez peut-être d'autres acquis, ce sont ceux de Stiglitz. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit ces 5 valeurs évoquées par Stiglitz, on peut constater qu'aujourd'hui, la plupart sont quand même discutées et voire en danger. La solidarité, quand on voit la crise des réfugiés, la crise de la zone euro. Même le respect de la personne humaine. Est-ce que les 28 pays membres ont tous la même idée du respect de la personne humaine? Est-ce qu'un Hollandais pensera, la majorité des Hollandais penseront comme, ou des Belges, comment penseront comme les Polonais ou les Irlandais? Si on voit la démocratie, il y a aussi la crise de l'Europe, c'est d'abord aussi, je crois, la crise de la démocratie. Vous avez fait allusion, à juste titre, aux eurobaromètres et à la montée de l'euroscepticisme. Si on prend les élections pour le Parlement européen de 2014, la montée de l'euroscepticisme est quand même très inquiétante. Mais quand on voit les élections nationales, la montée des populismes prend des ampleurs aussi tout à fait inquiétantes. On verra ce qui va se passer après-demain. On voit ce qui s'est passé en France, on voit ce qui s'est passé en Slovaquie, avec aussi l'argumentaire qui est quand même extraordinaire. Parce que quel était l'argument principal pour les élections récentes en Slovaquie? C'était la crise des migrants, vous l'avez relevé. Mais les Slovaques ont accueilli combien de migrants? Dans les 160 000 qu'il fallait répartir après l'accord de septembre 2015. Entre 5 et 10, d'après les sources. 0 il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Aux dernières nouvelles, d'après les sources, j'ai vu 5 à 10 sur les 160 000. D'ailleurs, sur les 160 000, on n'en a relocalisé que 1 500 dans l'ensemble des 28. Question de solidarité à voir aussi. Mais donc la crise des réfugiés, qui touche à l'identité européenne, ne peut pas se résoudre, évidemment, comme les crises précédentes. C'est une autre forme de crise, beaucoup plus, qui secoue beaucoup plus l'ensemble européen, à laquelle s'ajoute, bien sûr, la perspective et la crainte du Brexit. Alors maintenant, c'est vrai que, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi, je ressens beaucoup d'émotion en entendant les déclarations d'amour de M. Cameron. On en a presque la larme à l'œil. Maintenant, le Royaume-Uni sera plus prospère, plus fort, plus sûr, grâce à l'Europe. Sans l'Europe, les Anglais vont perdre des milliers d'euros. Mais c'est vrai qu'il y a toute une tradition où le Royaume-Uni, entre valeurs et intérêts, peut-être que ce pays-là est venu plus par intérêt. Parce qu'après 1957, se rend compte que ça marche. Il croyait que ça ne marcherait pas, que ce ne serait jamais ratifié. C'est ce que le délégué anglais avait expliqué à SPAC.
votre traité d'abord ne sera jamais signé, s'il est signé, il sera comme la CED, il ne sera jamais ratifié, et s'il est ratifié, il ne sera jamais appliqué, et s'il est appliqué, nous le combattrons. C'était clair. Mais une fois que ça marche, que même avec le retour du général, ça marche, parce que le général avait besoin de la politique agricole commune, les Anglais demandent leur adhésion juste après. 2 fois le nom français, mais ils persévèrent, et en 73, ils rentrent. Mais une fois qu'ils sont rentrés, le lendemain, ils se demandent s'ils ne doivent pas sortir. Le lendemain. Et en 75, vous avez ce référendum in-out, qui, comme vous le savez, a abouti à un in. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il y a un Brexit, moi je ne suis pas de ceux qui disent s'ils veulent partir, qu'ils partent. Parce qu'à ce moment-là, je crois que personne ne sait prévoir ce qui se passerait. Vous avez évoqué les sondages en France. Vous avez, dans d'autres pays, les Hollandais, c'est vrai, en 2005, avaient voté avec le même score que le référendum récent, le même score, 61%, sur le traité d'association à l'Ukraine, avec un taux de participation très différent, ok, mais c'est le même score, exactement le même score. On était à 61% de non en 2005. Donc oui, il y a eu un choc déjà de la Commission, déjà en 92, après le référendum, après le traité de Maastricht de 92, il y a eu le référendum danois et français qui était très juste. Il y avait déjà un séisme au sein de la Commission pour voir comment communiquer. Ces idées de récit européen émergent déjà à ce moment-là. On a évoqué ce matin déjà dans les années 70, les années d'eurosclérose, qui nous rappellent d'ailleurs que quand on parle de crise, on ne doit pas idéaliser le passé. Parce que crise de la CED, crise des années 60, eurosclérose des années 70, jusqu'à l'acte unique européen de 1986, qui relance, après quand même de longues années de crise. On n'a pas toujours eu un long... L'histoire de l'Europe, ce n'est pas l'histoire d'un long fleuve tranquille. Mais donc oui, la Commission réfléchit à comment communiquer. Aussi vis-à-vis de la peur qui habite les Européens aujourd'hui. S'ils sont eurosceptiques, c'est parce que peut-être que pour eux, l'Europe ajoute de la gravité à ce qu'ils craignent déjà de la globalisation. Et qu'il faut trouver un équilibre entre le space et le place. Le space, oui, ce grand marché, ça peut apporter beaucoup de richesses, et l'Europe a apporté beaucoup de richesses aux Européens. Mais cet grand espace inquiète aussi. C'est ce grand espace qui permet d'aller de la Grèce jusqu'au Portugal sans être contrôlé. Et ça fait peur, d'autant plus en période où il y a une pression migratoire si grande à l'est de l'Europe. Il y a cette dimension-là. Mais au-delà de ça, ce n'est pas seulement sur la crise migratoire. Ce grand space peut manquer de rassurer les gens qui ont besoin aussi de place, de son chez-soi, de cette protection que l'Europe ne leur donne plus suffisamment. Il faut donc pouvoir, bien sûr, gérer cette question-là. Il y a la présence aussi, on veut parler d'une conscience européenne ou d'une identité européenne qui n'est pas tellement forte si un pays veut le quitter ou pourrait le quitter. Il faut aussi voir comment on peut dialoguer par rapport à la présence des musulmans qui ont rejoint l'Union européenne. Il y a un défi majeur, là. Comment pouvoir les intégrer? Comment réussir cette intégration? Comment réussir le dialogue avec eux, qui ne peut pas être sur la base d'un dialogue interreligieux? Ça, c'est voué à l'échec. Ça doit être un dialogue qui doit se situer sur le plan des valeurs, sur le plan humain, pas sur le plan de la religion, pour toute une série de motifs évidents qu'on pourrait évoquer. Mais là, on n'a pas réussi dans ce domaine-là, et bien sûr, les événements des derniers mois ont conduit peut-être à faire apparaître aussi l'urgence de ce défi de pouvoir avoir à la fois cette altérité, cette ouverture à l'autre, ce respect de la personne humaine, en ce compris donc dans l'accueil de réfugiés sur la base d'une opération réfléchie, concertée et raisonnable entre les pays européens, mais d'avoir en même temps cette ouverture tout en pouvant garder la cohérence des pays membres. Alors j'avais 10 réflexions finales que je réservais pour ma communication parce que je pense qu'il me reste 30 secondes. Alors je vais... dans mes 10 réflexions finales, il y en a une sur laquelle je vais insister, qui était le couple franco-allemand qui n'existe plus. C'est aussi un problème évidemment majeur. Il n'y a plus de couple franco-allemand aujourd'hui. Cet équilibre entre une France qui avait le poids politique et l'Allemagne qui avait le poids économique. Et c'était ça, cet équilibre européen important qui n'est plus là et qui peut donner l'image d'une Europe allemande
et pas seulement l'image d'ailleurs, et ça c'est évidemment aussi inquiétant. Le problème du leadership de l'Union européenne sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Voilà, et donc j'ai 3 phrases pour conclure, en disant que 2016 risque d'être marquante pour l'avenir de l'Union. Reste à savoir de quel côté penchera la balance, mais c'est donc l'occasion de se souvenir de ces mots de Denis de Rougemont, quand on parlait de ceux qui avaient l'idée d'Europe il y a déjà bien longtemps. Il n'y a décadence, disait Denis de Rougemont, que lorsqu'on ne dit plus « qu'allons-nous faire ?» mais que va-t-il arriver? Il n'y a décadence lorsqu'on ne dit plus « qu'allons-nous faire ?» mais que va-t-il arriver? Alors qu'allons-nous faire, mesdames et messieurs? Je pense que le projet de nouveau récit pour l'Europe est de nature à apporter sa pierre face à ces défis imminents, graves et urgents. Unis dans la diversité, telle est la devise de l'Union. Pour cela, les Européens devront d'abord être unis sur le plan des valeurs. Ce n'est pas simple, car la plupart de celles qui ont contribué à ériger le projet politique de construction européenne se trouvent aujourd'hui discutées. Ce n'est pas simple parce qu'il faut concilier à la fois la démocratie, les intérêts nationaux et l'intérêt européen. Et les 3 ensemble, c'est un de trop. Mais on a absolument besoin des 3. On a absolument besoin de démocratie, absolument besoin d'Europe et absolument besoin du respect des intérêts nationaux. Mais concilier les 3, c'est très difficile. Donc il faudra travailler sur une unité sur le plan des valeurs. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est l'unique chemin. Merci pour votre bonne attention. Je suis d'accord avec vous que le regard extérieur est intéressant. Je lis beaucoup Snyder, Timothy Snyder, qui a dit récemment, tout à fait récemment, si on ne peut pas résoudre les conflits, on peut au moins se les raconter pour les comprendre, et notamment pour combler les inexactitudes, remplir les pages blanches de l'histoire et éventuellement corriger les mensonges. Et je pense qu'il y en a beaucoup dans les manuels d'histoire, d'oubli, voire de mensonges, qui blessent. Je vous remercie, Madame, de votre remarque pour la dernière séance. Moi-même, j'étais surprise en écoutant l'intervention très intéressante de notre collègue Thomas Meissen, lorsqu'il a fini en disant « Qu'est-ce qu'on va faire de l'Europe après la catastrophe de 1939-45, c'est-à-dire après la Shoah, après la catastrophe de 1914-18, et il s'est arrêté là. Et je me suis dit, pourquoi ne parle-t-il pas de Staline, des goulags, du communisme? Mais c'est classique. Dans toutes les conférences où je viens, on parle toujours de l'un sans jamais évoquer l'autre. Et c'est exactement le propos par lequel je vais commencer, c'est-à-dire les voix inaudibles de l'autre Europe, qui fait partie de l'Europe, c'est-à-dire nous autres. J'ai la chance de bénéficier de la complicité de mes collègues européens occidentaux. Moi, je me considère européenne, je marche sur les 2 pieds européens, mais la voix des autres Européens que je représente aujourd'hui, mais très minoritaire, est très rarement représentée. Donc, merci beaucoup aux organisateurs d'avoir prévu cette voie-là. Je vais donc parler du projet européen après 1945, dont est exclue l'autre Europe, puisqu'elle ne construit pas l'Europe, grâce à Staline qui a décidé de l'exclure. Elle est exclue, sauf dans l'imaginaire, puisqu'évidemment, dans l'imaginaire, l'autre Europe est archi-européenne, elle rêve d'Europe. Tous les penseurs pensent l'Europe, écrivent sur l'Europe, construisent l'Europe, et quand enfin la possibilité est là pour entrer dans l'Europe, justement, elle n'intègre pas l'Europe, elle revient à l'Europe. Et le vocabulaire, moi je suis littéraire, je ne suis pas historienne, excusez-moi, dans cette honorable communauté d'historiens, je fais exception. L'unité dans la diversité. Merci. Voilà. Je suis très sensible aux mots et je vous montrerai quels mots blessent, quels mots font divergence, quels mots ne collent pas et quels mots fâchent et quels mots font qu'on ne se comprend pas. Je terminerai quand même, parce que je ne suis pas non plus pour mettre le doigt que là où ça fait mal. Je pense qu'on a fait énormément de progrès dans les débats intra-européens entre l'autre Europe et l'Europe occidentale, puisque justement la volonté est très forte pour se comprendre. Et je vous montrerai qu'il y a d'énormes progrès dans la compréhension mutuelle, à condition
de se situer dans le dialogue et pas dans la polémique. Et je pense que c'est très important de chercher la vérité ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord. Il y a des points sur lesquels on n'est pas d'accord. Donc je choisis simplement quelques sujets classiquement divergents ou quelques oublis classiques, notamment, vous avez évoqué mes cours. C'est vrai que j'ai l'occasion de donner des cours. J'ai constaté en commençant mes cours, par exemple à Sciences Po, que l'Europe médiane ou l'Europe du centre-est, au début, était tout à fait oubliée. Donc j'ai demandé à ce que les étudiants français et étrangers soient sensibilisés aux grands livres des penseurs de l'autre Europe aussi, au même titre que des grands occidentaux. Alors, commençons juste par la première date qu'on nous a donnée ici comme date charnière, 1945. Fin de la guerre, dit-on. Tous les élèves et étudiants occidentaux apprennent que 1945, c'est la fin de la guerre. Est-on si sûr? Ce n'est pas évident. Pour beaucoup de gens en Europe du centre-est, en Europe médiane, ce n'est pas la fin de la guerre. C'est la fin du nazisme, c'est la victoire sur le nazisme auquel beaucoup de pays du centre-est ont largement contribué en sang et en effort et idéologiquement. Et puis, ils ont été occupés à nouveau. Donc, c'est une autre guerre qui s'appelle la guerre froide. Ce n'est pas du tout la fin de la guerre. Alors, dire ça comme ça, c'est évidemment monstrueux, et on nous le rappelle, je donne beaucoup de cours, notamment dans des programmes internationaux, et face à moi, il y a des étudiants russes qui sursautent quand je dis ça, et disent « Comment, madame, pouvez-vous insulter la glorieuse armée rouge ?» Eh bien, je l'insulte parce qu'elle m'a occupée. J'ai passé la première moitié de ma vie à Varsovie, et l'armée rouge n'est pas mon libérateur. Elle m'a occupée, j'ai vu ses chars dans les rues de ma ville, et pour moi, ce n'est pas un libérateur. L'armée rouge n'est pas l'héros de mon pays, non. Et même si je conçois très bien qu'elle a perdu autant de soldats que l'armée nationale polonaise anti-nazie, statistiquement par rapport aux habitants. Mais le récit sur la libération n'est pas le mien dans mon cerveau schizophrène polono-français. Donc, c'est impossible de le raconter comme ça, mais puisqu'on est là pour essayer de montrer les divergences de narration, je vous montre le récit littéraire. C'est très bien de prendre les écrivains comme baromètre d'ambiance. Il y a un roman qui est traduit en français, ça s'appelle « La belle jeunesse » de Hlasko, H-L-A-S-K-O. Traduction très récente d'un roman des années 50, donc un roman très important dans la littérature après la guerre à Varsovie. Justement, l'inquiétude de l'incommunicabilité d'expérience. Cet écrivain dit « Qu'est-ce qui se passerait si j'écrivais un récit fondé exclusivement sur les faits et événements authentiques en utilisant les fragments de discours et en faisant traverser le héros comme on le fait dans un roman à une seule intrigue à travers tout cela. Un tel récit serait-il réussi? Les gens qui voient pendant ces longues années tout cela, vont-ils croire les faits qui, transformés en récit, deviendront par la force des choses une fiction? Ces gens-là vont-ils me croire? Non seulement il est persuadé que non, que les gens ne vont pas le croire, mais il pense que ce n'est pas possible de partager son malheur avec ceux qui ne l'ont pas subi, puisqu'ils n'ont pas la même vision. Et il dit, le savoir sur le malheur est un savoir stérile. Quoi dire de plus sur la Pologne qu'elle a cessé d'exister le jour où le speaker de la radio de Moscou a annoncé, aujourd'hui, le 17 janvier 1945, notre glorieuse armée a libéré la ville de Varsovie. Gloire éternelle aux héros de l'armée rouge, morts dans l'œuvre de la libération de la patrie, morts aux envahisseurs allemands, Staline. La Pologne est un pays occupé et seulement en y pensant sans cesse, il faut penser à la Pologne et tâcher de l'aider. Une autre manière de penser à la Pologne est une manière non polonaise, est une manière d'un gardien des esclaves ou d'un sot. Voilà la vision polonaise. Je ne dis pas qu'elle soit partagée par tout le monde, mais c'est un roman important qui exprime un point de vue qu'on ne trouve nulle part dans les manuels occidentaux. Un autre roman estonien, Jan Kros, traduit en français, Vol immobile, le vol immobile. Il dit « Je n'arrive toujours pas à comprendre comment le monde prétendument libre
peut garder le silence sur tout cela au lieu de crier comme il le devrait. Il y a des quantités de romans de ce genre et de témoignages de ce genre sur le silence de l'Occident de l'époque stalinienne qui a commencé par l'occupation en 1945 et qui a duré jusqu'en 1949, considérée par beaucoup de gens comme la fin de la guerre. Ce n'est pas 1945, c'est 1949, la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans beaucoup de pays de l'Europe du centre-est. Donc, pourquoi 49 juste Pardon, 89. Donc, Tony Judt, dans son ouvrage très important, L'après-guerre, a raison d'appeler la paix qui règne à l'Est la paix d'une cour de prison. Je reviendrai au sujet de la paix. Deuxième sujet, l'Europe rétrécie. Vous avez beaucoup parlé ici, beaucoup de personnes ont parlé en effet de la fin des empires coloniaux. Mais l'Europe rétrécie, ce n'est pas seulement la fin des empires coloniaux, qui est un non-sujet en Europe du centre-est, on n'en parle pas, effectivement, c'est l'installation d'un autre empire. Et ça, on n'en parle pas. C'est d'autres empires qui s'installent, notamment l'empire soviétique, qui colonise d'autres pays. Et ça, c'est un non-sujet à l'Ouest. Donc, on parle de l'Europe rétrécie plus petite en Occident, mais il y a d'autres empires qui s'installent. Et puis, l'Europe rétrécie, c'est aussi l'élimination des minorités, et un changement sociologique considérable dans l'autre partie de l'Europe, qui avait été colorée, cosmopolite, plurilingue, avec un voisinage intéressant, et qu'on rétrécit considérablement en la rendant, par la volonté de Staline, nationaliste de fait. Le communisme, c'est un nationalisme culturel considérable. On ne connaît plus l'Europe décrite par Maria Czapska, l'européenne, l'Europe médiane, une européenne centrale, j'ai oublié exactement le titre, Comtesse Czapska, une famille d'Europe centrale. C'est ça le titre magnifique dans lequel elle donne cette ambiance d'un vrai cosmopolitisme disparu par la volonté de Staline. Et donc, quand on lit le texte de Kundera, Un Occident kidnappé, bien entendu, un texte majeur, on comprend que la fierté d'être européen naît à ce moment-là, qui est exact l'inverse de la culpabilité occidentale d'être européen, qu'on enseigne aux générations d'Européens ici à cause de la colonisation. Et ça, c'est une différence majeure d'éducation. Ici, la jeunesse sait qu'on n'est pas fier d'être européen parce qu'on a fait des choses très mauvaises, on a colonisé, on a été impérialiste, on a été coupable vis-à-vis des peuples de couleur, on a été coupable à cause de la Shoah. C'est très mauvais d'être l'Européen d'avant. Que faire après tout ça, a dit notre collègue de tout à l'heure, alors que nous autres, nous sommes fiers d'être Européens occidentaux et nous associons l'impérialisme à cet autre empire qui écrase l'esprit européen et nous lisons tout sur cette belle Europe d'avant, cosmopolite, tolérante, avec un voisinage magnifique, et nous ne voulons pas croire, peut-être à excès, à cet tort, à cette horreur de l'impérialisme européen. Donc on a vraiment deux discours complètement inverses, opposés. Donc l'exception européenne, le livre Exception européen, est beaucoup plus convaincant pour un Européen actuel d'Europe centrale que pour un occidental à Sciences Po d'aujourd'hui à Paris. Troisième sujet, la paix. La paix, le pacifisme, les États-providence pendant la guerre froide. On pourrait croire que c'est un sujet commun, parce qu'on a fait l'Europe pour dire plus jamais ça, plus jamais la guerre. Et on pourrait croire que tout le monde souffle de ne pas vivre la guerre. D'une certaine façon, c'est vrai, parce que les horreurs du nazisme étaient telles en Europe de l'Est, les terres de sang, le livre de Snyder le montre bien, était tellement horrible en Europe de l'Est et du Centre que certaines personnes préfèrent la prison communiste à une autre guerre. D'autres, quelque part, se disent une autre guerre serait peut-être une meilleure solution que cette prison communiste. Les deux existent. Mais on introduit cette prison communiste avec des États-providence imposés avec une propagande sur la paix, donc la paix dont on a tellement parlé ici, qui est la grande victoire de l'Europe, et je ne nie pas ça,
ça n'a pas la même couleur en Europe de l'Est et en Europe du Centre. La paix, telle qu'on la vend en Europe de l'Est et du Centre, est une propagande décrite de manière fantastique dans la pensée captive de Miłosz et dans la prise de pouvoir de Miłosz. Dans un livre d'Alexander Watt qui s'appelle « Mon siècle », cet homme qui est devenu fou quand il a compris comment il a été manipulé, quand il a cru à l'idéologie communiste, il décrit comment il a pu croire au mot « paix » en vivant dans une guerre. Comment on a manipulé le sens des mots et comment il a pu répéter le sens de mots à l'envers en regardant la réalité qui ne correspondait pas aux mots qu'il répétait en étant un cerveau malade. Et celui qui a très bien compris, c'est quelqu'un qui a vécu en exil, c'est Chapsky, qui a été le seul représentant d'Europe soviétisée au Congrès pour la liberté de la culture à Berlin en 1950. Et en 1950, il a rappelé aux Occidentaux, en tant que seul représentant d'Europe soviétisée, n'oubliez pas que l'Europe n'est pas en paix. L'Europe est en guerre, et je représente l'Europe soviétisée, et il s'est battu pour qu'on adopte, pendant ce congrès pour la culture, un manifeste de l'homme libre. Et dans ce manifeste qui existe, il a fait écrire « L'homme libre est un homme qui peut dire non ». S'il ne peut pas dire non, il reste esclave. Et il a clairement dit « il ne faut pas acheter la paix ». Il était le seul à le dire, puisqu'il était le seul à pouvoir s'exprimer. Il n'y avait pas, tous les autres étaient de l'autre côté du mur de Berlin. C'était un rescapé de Katyń, de la même famille que Czapska que je viens de citer. Il a vécu toute sa vie à Maisons-Laffitte, à 2 pas de Paris, mais très peu connu encore des Français, puisque ces textes, pourtant, il a décrit un texte magnifique à la gloire de la langue française, en vantant la langue française et la langue de Proust, et surtout sur la terre humaine, ces témoignages de la terre humaine en Russie, puisqu'il a survécu, contrairement à ses camarades, à Katyń. Sujet suivant, numéro 4, c'est évidemment le problème de la différence économique qui se creuse à cause du plan Marshall dont Staline a voulu écarter l'Europe de l'Est. Donc le plan Marshall écarte définitivement du développement économique l'Europe de l'Est de l'Europe du développement des 30 glorieuses, qui concerne que l'Occident, mais pas du tout l'Europe de l'Est. Et du coup, ce développement occidental majeur, les 30 glorieuses, provoque une réaction contre la société de consommation ici même. Et nous arrivons à un phénomène absolument exceptionnel en termes de comparaison, qui est le fameux 68. Alors, mai 68 ici, comparé à mars 68 en Pologne, à bord de la Vistule, la comparaison, le bord de la Vistule, le bord de Vltava, printemps de Prague, et le bord de Seine en 68, pour quelqu'un qui essaye de faire les situations comparées, il n'y a pas plus drôle que ça. Parce que d'habitude, on dit la jeunesse européenne à l'époque a toutes chanté les mêmes chansons, a voulu porter le jean, a voulu briser la société trop conservatrice, porter les jupes pour les femmes, avoir les droits peace and love pour tout le monde, avoir les droits des femmes, un chéquier séparé pour l'épouse et à bas la société de consommation, etc. Mais quand on regarde de près, il y a bien entendu plus de différences, et surtout idéologiques, entre ce qui s'est passé au bord de la Vistule et au bord de Vltava surtout, et ce que j'ai cru comprendre, ce qui s'est passé au bord de la Seine, et notamment par rapport à la culture. Et ça, je n'ai pas l'impression de l'avoir lu beaucoup, notamment au moment où on a beaucoup analysé 68 ici. Puisque l'idéal, qu'est-ce qui a commencé en mars 68 au bord de la Vistule à Varsovie? On a interdit une pièce de théâtre, Les Aïeux de Mickiewicz, qui fait partie du patrimoine national littéraire. Les communistes ont interdit cette pièce qui raconte les partages de la Pologne, puisqu'il y a eu des allusions à l'occupation de l'époque et au pouvoir politique de l'époque, et la jeunesse, les futurs dissidents, ont compris dans cette pièce les échos à la privation de la liberté politique. Et cette jeunesse universitaire a réclamé tout simplement le droit de pouvoir regarder
les pièces de théâtre du patrimoine national. Ils ont réclamé le droit, en jean avec les cheveux longs et les yéyés comme partout, mais ils ont réclamé le droit de parler normalement avec la langue littéraire et pas la langue de bois. Ils ont réclamé le droit à la vérité et pas au mensonge. Ils ont réclamé le droit à l'éducation de la culture instituée et pas de la pseudo-culture. Ils ont réclamé la fin de la propagande et la fin du régime communiste. Le communisme est mort, disent aujourd'hui les gens a posteriori, avec l'entrée des chars à Prague et l'immolation de Jan Palach à Prague en août 68 à Prague. Alors qu'ici, c'est tout l'inverse par rapport à la culture. On ne veut plus la culture constituée, on veut contester la culture classique, on conteste, il est interdit d'interdire. Bien entendu qu'il y a des avancées, je ne suis pas en train de caricaturer toutes les avancées de 68, ce n'est pas du tout ni de simplifier les avancées évidentes en sociologie, mais je veux dire, tout ce qui est similaire est très faible par rapport au soubassement idéologique, puisque cette jeunesse occidentale et notamment française, quand on regarde, je me suis amusée quand même, j'ai publié même là-dessus, les drapeaux rouges Mao et Che Guevara, c'est inimaginable à Varsovie, c'est l'exact inverse de ce qu'on réclame à Varsovie, et surtout la répression. La répression est sanglante à Prague et à Varsovie. Je vais vous citer un court texte de Jan Zabrana, qui est un Tchèque persécuté après 68, dont le texte est traduit en français pour vous donner le ton à nouveau de ce qui se passait en 68. 2 sentences très appréciées en 68 qui me mettaient hors de moi chaque fois que je les entendais. Nous avons fait des erreurs. Ce pluriel incluait tout le monde. Ceux qui étaient en tôle, ceux qui se balançaient au bout d'une corde, même eux avaient fait des erreurs. Et cet euphémisme, erreur, pour exécution, assassinat, terreur, abrutissement de tout un pays, liquidation et corruption des générations entières. Voilà ce qu'ils appellent erreur. Puis, nous nous sommes trompés, mais mieux valait se tromper que de ne rien tenter. Des classes entières d'étudiants non communistes chassés de l'université, le service militaire à durée variable selon l'appartenance sociale, des retraités expulsés de Prague qui se suicidaient par centaines, la discrimination à l'égard des enfants interdits d'études, etc., etc. C'est pas l'ambiance joyeuse des enfants gâtés de Trente Glorieuses au bord de la Seine. Je caricature un peu, mais effectivement, la comparaison est abusive. Je pense que parler de 68 Européens est une incompréhension majeure. La revanche de sans pouvoir arrive. Le terme vient de Václav Havel. Les sans pouvoir, ce sont ceux qui ne pouvaient pas parler. Ils n'avaient aucun pouvoir sauf réfléchir, écrire et protester par leur réflexion. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup publié dans les samizdat, évidemment, leurs textes circulaient dans tous les pays d'Europe. Donc, ce qu'on appelle communément les dissidents, en réalité, ils ne s'appelaient pas dissidents, ils s'appelaient opposants démocratiques. Le mot compte, parce que justement, la dissidence, c'est un mot plutôt dans le contexte russe. La revanche des sans-pouvoir, c'est par exemple l'explication donnée aux Occidentaux aujourd'hui de la compréhension différente du marxisme. Le marxisme et le communisme étaient une réalité. Le communisme a bien existé, a été mis en place, a fait souffrir les gens, et ce n'est pas une discussion de salon à Sciences Po pour les gens là-bas. Donc, les personnes comme par exemple Kołakowski, qui a analysé de manière très détaillée à la fois la pratique, puisqu'il a cru, et à la fois la théorie, sont très précieux. Et les livres de ces gens ont par exemple été extrêmement bien compris aux États-Unis. Snyder, à nouveau, avec Tony Judd, dans leur livre très intéressant de débat sur le XXe siècle, l'a très bien remarqué, en disant « c'est dans ces années-là que j'ai lu la meilleure critique du marxisme jamais publiée ».
Dans la période où les courants principaux de marxisme ont été publiés en 1979, je ne savais pas grand-chose de l'histoire intellectuelle de Pologne et au moment où on a expulsé Kołakowski, cet Américain a compris que l'apport de Kołakowski était fondamental pour comprendre effectivement l'analyse philosophique du lien entre marxisme, stalinisme, communisme. Ce débat continue dans un pays comme la France, où je sais que j'ai beaucoup de difficultés à convaincre que Kołakowski avait raison, puisqu'il a lié l'expérience et la théorie. 6e point, le sens de la dissidence. Et là, on arrive à un dialogue qui commence à avoir lieu, très intéressant. Solidarność, le sens de la révolte, la dissidence et l'homme révolté de Camus. Et quand je dis qu'il y a un début du dialogue, il est évident, par exemple, aujourd'hui, on le sait, on a fait les recherches, que la dissidence ou l'opposition démocratique polonaise s'est nourrie de l'homme révolté de Camus, qui a été un livre interdit. Ça a été lu, et l'homme révolté de Camus a été choisi, donc clairement, Camus contre Sartre. Évidemment, puisque Sartre a menti sur les goulags. Donc personne, Sartre peut être apprécié comme écrivain, mais pas comme quelqu'un sur la réalité communiste. Donc le choix a été porté sur Camus et sur son livre « L'homme révolté ». Il y a beaucoup de parenté entre l'homme révolté et la pensée de Solidarność. Je ne peux pas développer ici ce niveau, mais un point très intéressant, le niveau non pas d'abstraction, mais du concret, solidarité comme quelque chose de concret. La vérité, beaucoup de réflexions sur ce qu'est la vie dans la vérité et l'exigence de la vérité par rapport au communisme qui a été vu comme mensonge institutionnalisé. Donc tous ces mots qui sont très démodés ici, qui sont suspects, je dirais presque. Qu'est-ce que la vérité? La postmodernité préfère avoir des doutes sur la vérité, chacun sa vérité. Tischner, l'aumônier de Solidarité, ridiculiser cette pensée postmoderne en disant quand on dit chacun a sa vérité, ça veut dire qu'on est lâche, qu'on n'assume pas ses convictions. Il faut chercher la vérité, tout comme Patočka, le philosophe tchèque. On doit chercher la vérité à tout prix. Donc en fait, la chute du communisme, qui évidemment pour les Polonais n'est pas la chute du mur de Berlin, mais Solidarność, la table ronde, qui était la première négociation rationnelle où les communistes ont rendu le pouvoir suite à tous les efforts de la dissidence, et parce qu'ils n'avaient plus le choix ou parce qu'ils l'ont décidé avec l'effort conjoint et pacifique, sans effusion de sang. Et c'est ça la véritable recherche humaniste et éthique de la paix, de la vraie paix, pour laquelle la suite était possible. Le mur de Berlin a mangé dans l'imaginaire européen, puisque c'est un événement, alors que la table ronde est un non-événement. De fait, c'est un événement majeur dans les faits européens, mais personne ne le connaît, puisqu'on n'en a pas fait état dans les récits européens. Le mur est magnifique et plus spectaculaire, donc les événements sont aussi construits pour ça. Donc je m'inscris en faux pour terminer contre la phrase « c'est Gorbatchev qui a ouvert le mur ». Non, c'est à partir de 1968 qui a marqué la fin du communisme, tous les efforts de dissidents de l'autre Europe qui ont permis la fin de ce régime totalitaire. Et donc, le retour à l'Europe a été possible et pas l'élargissement européen. C'est ça le sens de 2004. Donc, vous voyez, on pourrait multiplier tous ces événements qui sont marqués par d'autres mots, des mots très différents, mais qu'on arrive aujourd'hui à utiliser ensemble pour construire ce récit. Et moi, je suis plus optimiste parce qu'il y a un nouveau paysage que j'appelle le paysage géopoétique. Et je trouve que le paysage géopoétique est plus fort que le paysage géopolitique, puisqu'il est marqué par les intérêts mesquins, forcément. Les intérêts sont toujours mesquins, alors que les paysages géopoétiques restent.
La poésie est éternelle, la littérature aussi, et finalement, on a passé notre journée à citer des penseurs. C'est pourquoi je m'intéresse au projet du dictionnaire qui va réunir les penseurs. Je pense que ceux-là resteront. Merci beaucoup.